Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des écoles sont de plus en plus la cible des incendies mystérieux. Dans les régions anglophones, des flammes se sont propagées lundi soir dans l'un des principaux collèges internats catholiques situés à Bamenda. L'incendie a provoqué d'importants dégâts matériels et la communauté éducative est plongée dans la psychose. Cette situation a été évoquée au conseil de cabinet ce mardi, consacré essentiellement à l'évaluation de la rentrée scolaire dans les zones anglophones du Cameroun. L'on note également qu'à la une de ce journal, l'on parlera de ce risque élevé d'effondrement total de la route nationale numéro 3, une situation qui remet au goût du jour les dysfonctionnements des politiques d'aménagement et d'entretien routier. Vous suivrez dans ce journal les Camerounais qui ne décolèrent pas malgré la réparation provisoire de la zone affaissée à Ebomé sur l'axe Douala-Yaoundé. Quelle est la face cachée des promesses des miracles et de guérison effectuées dans les églises dites de réveil? Incursion dans un monde où des séances d'exorcisme et de guérison et de prière virent souvent au drame. On en parle au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des écoles qui sont de plus en plus la cible des incendies mystérieux. Ces flammes se sont propagées lundi soir dans l'un des principaux collèges internats catholiques situés à Bamenda. L'on note qu'il n'y a aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. La communauté éducative est plongée dans la psychose, alors que l'origine des flammes reste méconnue. Les autorités administratives soupçonnent une main criminelle, une situation qui a été évoquée au sommet de l'État ce mardi. D'abord, les faits et comment les populations de Bamenda ont-elles vécu cet événement dans ce reportage signé Séverin Tchouban et Kate Diarra. Les effets de la crise anglophone se multiplient dans le nord-ouest Cameroun. 2 semaines après le début des cours, les pensionnaires du collège Sacré-Cœur de Mancom à Bamenda ont eu des sueurs froides. Dans la nuit de lundi, alors qu'ils faisaient leur prière du soir à la chapelle de leur établissement, l'un de leurs dortoirs a été totalement consumé par les flammes. Elles ont emporté avec elles 30 lits sur 900. On a pris toutes les mesures de sécurité pour voir que les enfants, les étudiants soient dans l'atmosphère calme. Mais malheureusement, ça s'est arrivé dans la nuit. Et il y a les forces de l'ordre qu'on a appelées, ils sont venus pour nous aider. La nouvelle, qui a fait le tour de la région telle une traînée de poudre, a incité de nombreux parents à se précipiter sur le lieu de l'incident afin de prendre des nouvelles de leur progéniture. Bon, nous sommes dépassés, on a appris la nouvelle, nous sommes rendus au lieu et on attend ce qui va se passer. Malgré le pied de grue observé devant l'enceinte de l'établissement, il ne leur sera pas permis de les rencontrer. Ceux qui ont pu apercevoir leurs enfants à travers les grilles de l'établissement se sont exercés au langage des signes. Selon Adolphe Lélé-L'Afrique, le gouverneur de la région, ils n'ont pas de raison de s'en faire. Against our people. Against our people. Les enquêtes sont ouvertes pour mettre hors d'état de nuire ceux qui essayent de prendre en otage les populations et en particulier notre système éducatif. Un point de vue que ne partagent pas les parents qui ne demandent qu'une chose, la sécurisation de leurs enfants. Il n'y a pas de sécurité parce que le premier jour, on a assuré qu'il y a la sécurité, mais c'est que ça se passe maintenant, nous sommes inquiétés. La stratégie du comité de vigilance est fortement recommandée aux populations par le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Je voudrais par conséquent lancer un appel à toutes les populations de la région, forces vives, de se mobiliser comme un seul homme pour répondre à ces agents de la jungle en s'organisant comme cela est déjà fait dans de nombreuses localités, en comité de vigilance pour appuyer les forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Du côté de l'établissement, on rassure les parents sur le renforcement de la sécurité et l'augmentation du niveau de vigilance. Rajoutez à tout cela un zeste de foi et beaucoup de prières pour calmer les esprits les plus belliqueux et accompagner les enfants tout au long de l'année scolaire. On prie que
les décisions que nous avons prises, ça va aider à leur faciliter leur éducation pendant cette période difficile. Le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, a regretté cette situation vécue dans ce collège-internat catholique situé à Bamenda où un incendie a ravagé près de 30 lits dans un dortoir. Il a néanmoins évoqué lors du conseil de cabinet qui s'est tenu ce mardi dans les services du Premier ministre. Il a déclaré que les effectifs progressent dans les lycées et collèges situés dans les régions anglophones et l'heure était à l'évaluation de la rentrée scolaire durant ce conseil de cabinet tenu ce mardi dans les services du Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur, quant à lui, s'est appesanti sous ce fameux projet de distribution de 500 000 ordinateurs aux étudiants camerounais. Jacques Famdongo déclare que les premiers ordinateurs doivent être distribués à partir de novembre 2017. C'est au moins la 4e fois que le calendrier de ce projet est modifié par le ministre de l'Enseignement supérieur. Et toujours dans ce chapitre éducation, 3 semaines après la rentrée scolaire, plusieurs établissements scolaires publics manquent cruellement des élèves. C'est le constat fait à Makak, dans le département du Nyong-Ekele. Un reportage de Joël Niem et Julingue Nyandé. 3 semaines après la reprise des classes, la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2017-2018 se fait à 2 vitesses dans l'arrondissement de Makak, département du Nyong-Ekele, région du centre. Si certains établissements ont pris le train de la rentrée en marche, d'autres traînent encore le pas. C'est le cas des CS de Ngwatepoué et CEP. 2 établissements scolaires menacés de fermeture par manque d'effectifs. Il y a surtout le problème préoccupant des établissements menacés de fermeture ou qui sont restés non opérationnels par déficit d'effectifs. Je dois dire que la situation n'a pas encore beaucoup évolué, malgré la vaste campagne que les responsables de ces établissements ont menée. Une campagne de porte-à-porte auprès des parents, où il était pratiquement question de faire la cour aux parents pour qu'ils envoient les élèves. Pour les parents ayant réussi à inscrire leurs enfants à l'école, le calvaire continue tout de même. C'est que l'arrondissement de Makak est coupé en 2 depuis plusieurs semaines. Et le bac qui permettait d'effectuer la traversée et rejoindre les autres cantons est hors service. Résultat des courses, il devient de plus en plus difficile de se mouvoir. Quand je suis bloquée, je suis vraiment obligée d'attendre. Si oui, peut-être passer un coup de fil à sa maîtresse, d'être un peu patient 30 minutes après, ou bien la garder chez elle. C'est depuis au moins 5 ans, jusqu'avant même la disparition du bac, si je peux employer le terme, on avait tout ça. Makak, localité de renom dans le Nyong-Ekele, semble aujourd'hui être abandonnée par les autorités. Les routes sont impraticables, l'électricité quasi inexistante. Les problèmes d'enclavement se vivent avec beaucoup d'acuité et ont un impact sur le quotidien des habitants. Des Camerounais ne décolèrent pas malgré les 8 heures de travaux effectués pour une réparation provisoire de la zone affaissée et menacée de rupture au niveau des Bomets sur l'axe Yaoundé-Douala. La route nationale numéro 3 est à nouveau ouverte à la circulation. Cependant, transporteurs, opérateurs économiques et autres usagers ont vécu un calvaire durant la journée de lundi lorsqu'il y a eu ce risque de rupture de la route qui a contraint à l'interruption de la circulation. Cet état défectueux de la nationale numéro 3 suscite de vives critiques sur la politique d'aménagement et d'entretien routier au Cameroun. Joël Niem et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Partant de Yaoundé, nous sommes sur la nationale numéro 3, ce 18 septembre 2017. Les véhicules circulent sans problème. Jusqu'à ce niveau, à Ebomé, à une vingtaine de kilomètres d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime. Depuis des heures, une longue file de véhicules s'est formée sur des kilomètres, obligés de se garer
à cause de l'affaissement de la chaussée. C'est cette buse métallique, amortie par le poids de l'âge, qui a cédé. La route là a commencé depuis plus de 2 mois, comme ça s'affaisse. Et on voit. Vous allez voir un côté, on avait déjà fait le pansement sur ça. De l'autre côté, ça commence à continuer à détacher. Donc ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui. Pour éviter donc que la route ne se coupe en deux, sous le poids des voitures, les autorités descendues sur les lieux ont instruit que les passagers traversent le lieu du sinistre à pied. Une situation désagréable pour ces derniers. Ils sont bloqués, ça fait plus de 4 heures du temps. C'est ça la réalité du pays. 2 bus sur l'Arcelot, rouillés, 25 ans d'âge. Nous sommes fatigués. Je suis vraiment déboussolé là. Il reste 50 km à pied parce que nous sommes encore en train de marcher là. Nous crayons vraiment là, au gouvernement de faire quelque chose. Nos routes, que nos routes soient vraiment bien faites. On a 3 péages de Douala à Yaoundé. Et vraiment des préventions. 3 préventions. On souffre avec les enfants, une accélérou internationale, ça ne vaut pas la peine. Pour ces passagers, le mauvais état des routes au Cameroun impose des questionnements profonds. En un an, la route se coupe à Yaoundé. Pourquoi c'est la situation du Cameroun? Quand ça va arriver, ça vient toujours plus. Et sur la route de l'Ouest, c'est la même situation qu'on souffre. Vraiment, il faut que le gouvernement camerounais essaie de faire quelque chose pour nous. Là, puisque le pays, ça ne va pas. C'est un indicateur de sous-développement. Vous imaginez qu'à l'air, n'est-ce pas, où les choses vont à la vitesse grand V, nous sommes encore à rembler les fosses. La circulation est donc ainsi restée perturbée sur la nationale numéro 3 durant la journée et même dans la nuit, puisque vers 22 h, elle a carrément été interrompue pour faire place aux travaux de réhabilitation de la chaussée qui se sont poursuivis jusqu'au petit matin. Aux environs de 9 h ce 19 septembre, la route a été à nouveau ouverte à la circulation. Vous l'avez suivi, les signaux sont au rouge avec ce risque élevé d'effondrement total sur la route nationale numéro 3 où près de 300 buses sont vieilles depuis près de 30 ans et très peu ont été réhabilitées, remplacées ou bien renforcées depuis 2016. L'on note qu'il y a eu la buse de Magnaï qui s'est effondrée avec la catastrophe ferroviaire des Écarts qui s'en est suivie. Le rappel des faits avec Étienne Pascal Azégué. Ce que l'on peut qualifier aujourd'hui comme le phénomène des routes effondrées au Cameroun a débuté aux premières heures du vendredi 21 octobre 2016 sur le lieu d'Imanaï, situé à une vingtaine de kilomètres de Boum-Yébel, sur la nationale numéro 3. La buse à cet endroit s'est affaissée, coupant par la même occasion la route en deux. Le chantier, engagé dès lors par les pouvoirs publics sur le lieu de l'incident, verra aboutir un pont dit provisoire en attendant de trouver une solution pérenne. Mais ce pont est devenu du provisoirement définitif. Au moment où les usagers croyaient lointain le souvenir du désagrément causé par l'effondrement de la buse à Manaï, qu'ils sont réveillés le 16 septembre 2017, cette fois par l'effondrement de la route Bafoussam-Bamenjou dans la région de l'Ouest suite à un glissement de terrain. Les riverains de la route départementale numéro 63 révèlent que c'est une petite faille qui s'est agrandie progressivement au point de provoquer l'effondrement de la chaussée. C'est le même sort qui devait être réservé une fois de plus à la nationale numéro 3, plus précisément au lieu dit Ebombé, à une vingtaine de kilomètres d'Idéa, où des fissurations ont attiré l'attention des usagers au point d'imposer au pouvoir public des travaux forcés de réhabilitation il y a quelques jours seulement. Notons que c'est avec beaucoup d'impatience que les usagers attendent l'achèvement des travaux engagés sur l'axe Douala-Yaoundé depuis 2014. Eux qui se disent ne plus être à l'abri de l'effondrement subit d'une partie de la nationale numéro 3. Précisons que la circulation est à nouveau ouverte sur l'axe Douala-Yaoundé. Au sujet de l'effondrement de la buse de Magnaï, des travaux définitifs avaient été effectués sur cette partie de la route. Également, une réparation provisoire a été faite au niveau des Bombay et la route est à nouveau ouverte selon un communiqué du ministre des Travaux publics. Pendant ce temps, des axes routiers dans la ville de Douala sont impraticables, notamment dans le 3e arrondissement de Douala, où c'est un véritable calvaire pour les populations et automobilistes. C'est le constat que font Equa Claude et Mirabel Mazo dans ce reportage. Le tableau est sombre sur certains axes routiers de la ville de Douala. Des routes accidentogènes parsemées de nids d'éléphants. Les usagers sont en contact permanent avec des eaux souillées issues de ces petits lacs qui se sont invités sur la chaussée du fait d'un manque de canalisation.
La semaine passée, j'ai éclaté un pneu ici là-bas. On ne sait pas comment ils sont amenés depuis par rapport à ça. Et vis-à-vis de tout ça, nous payons des papiers qui ne sont pas satisfaits en retour. C'est ça le problème. Que vous soyez au carrefour Kouloulou Madoua la 2e ou au lieu-dit Grand Canyon SGBC, c'est le même visage. Les routes sont dans un état de délabrement déplorable. Avec cette saison de pluie, les nids de poules reprennent leur droit de cité. Comme dans plusieurs artères de la ville, les caniveaux servent plutôt à évacuer les immondices de marchés environnants. De faire ce qu'on appelait auparavant le ministère de la route pour pouvoir venir regarder, surtout en zone pluvieuse comme ça là, chercher à traîner les rigoles pour pouvoir que l'eau circule librement. Je sais pas ce qu'on peut leur dire. Parce que tout ça c'est de l'eau qui stagne sur le goudron. C'est ça qui fait que le goudron de temps en temps se dégrade. Le calvaire persiste et blesse. Dans un silence presque religieux des responsables de l'entretien routier, la plaie s'infecte. Pourtant, réhabiliter cette route à temps nous met à l'abri du pire. Tellement dégradé, et puis ça a commencé juste avec un petit trou. Alors si le délégué du gouvernement avait vite réagi, on ne devait pas être là. C'est un chemin de croix sur ces routes pour les usagers. Dans le reste de l'actualité, Isidore Modio, cet auteur des habillages sonores à la CRTV, a encore manifesté ce matin contre le silence du ministre de la Communication et du directeur général de la CRTV. Pourtant, il affirme que le Premier ministre a instruit ces deux autorités de lui payer la somme de 50 millions de francs CFA afin qu'il cède de façon définitive ses droits sur ces habillages sonores. 6 mois après cette instruction, rien n'a été payé jusqu'à ce jour. Lui qui compte faire entendre sa voix en critiquant le silence du ministre de la Communication et du directeur général de la CRTV. Je vous propose d'écouter à présent Isidore Modio, auteur des habillages sonores, qui réclame près de 50 millions de francs CFA au pouvoir public. Quand ça a commencé, ils m'ont appelé dans un bureau pour me donner 10 millions au lieu de 50, que j'ai refusé. Je reviens cette fois-ci pour sensibiliser une ultime fois. Si rien n'est fait, je serai obligé d'amener ce problème à l'international. Malheureusement, c'est le Cameroun qui va souffrir parce qu'on va demander qu'on me paye tout. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais ce que le PM a dit devait être respecté. Les 50 millions devraient être payés. Parce qu'à l'international, on ne va plus tenir compte de tout ça. Je suis membre de la SACEM. Je suis un Camerounais de la diaspora revenu au Cameroun pour contribuer au développement de notre pays. Mais certains individus sont en train de m'empêcher de jouir de mes droits. Dans cette situation, ils font de moi un esclave. Parce que si vous ne pouvez pas jouir de ce qui vous appartient, vous êtes un esclave, monsieur. L'esclavage, c'est-à-dire on nous prenait, on nous déportait par Bimbia, on allait travailler pour des plantations des gens. C'est-à-dire notre corps, notre travail ne nous appartenait plus. Le fruit de notre travail ne nous appartenait plus. C'est ce qu'ils sont en train de faire de moi. Le fruit de mon travail ne m'appartient pas. Donc Issa Chiroma et Charles Pitagon Dongo, qu'on a beaucoup apprécié la venue à la tête de la CRTV. Ces deux personnalités sont en train de me pousser à l'exil. Ils sont en train de faire de moi un esclave. Mais ce n'est pas normal. Joint au téléphone, le ministre de la Communication et le directeur général de la CRTV n'ont pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Une révolte des détenus a secoué la prison centrale de Bafoussam ce mardi. Bureaux saccagés, magasins de vivres pillés, c'est l'expression de la colère des détenus ils s'insurgent contre une fusillade d'un prévenu lors de sa tentative d'évasion. Les faits avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Sur ces images, la dépouille d'un détenu sortant de la prison centrale de Bafoussam. Selon les autorités administratives, l'infortuné a été abattu alors qu'il tentait de s'évader du pénitencier aux premières heures de la matinée. Il y était incarcéré depuis 2 mois pour vol de moto. Ayant dormi de la vie pourrie en milieu carcéral, le jeune homme aurait tenté de s'enfuir avant de tomber sous les balles. Le déploiement de policiers, gendarmes et militaires en dit long sur le niveau de tension au sein du pénitencier. C'était un cas d'un prévenu, M. Nana Patrick, qui a voulu s'évader et il a été neutralisé. Et c'est ça qui a provoqué la rébellion à l'intérieur de la prison. Confisquant le corps de leurs camarades,
Les prisonniers en colère derrière ces murs menaçaient de le sécher à point au soleil avant sa remise aux autorités. Et c'est au bout d'un peu plus de 4 heures de négociations avec le gouverneur de l'Ouest que les manifestants fléchissent leur position. Après les négociations avec les prisonniers, ils ont remis le corps de cette prévenue qui se trouve maintenant à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Et le reste, nous sommes en train de gérer. Dans leur exaspération, certains détenus ont fait gaffe, vandalisant le bureau des greffes de la prison et le magasin de vivres. Ces femmes sous escorte sont des détenus qui regagnent leurs cellules. Elles ont failli subir des sévices sexuels, raconte un responsable qui a pris le soin de les caser à l'infirmerie de la prison. Et c'est donc à 12 heures passées que le calme revient. Néanmoins, des mesures spéciales auraient été prises pour prévenir pareilles manifestations à l'avenir. Il y a des dispositions sécuritaires qui ont été mises en place et je crois que vous allez m'épargner ces responsabilités de les dévoiler ici. À l'annonce de ce mouvement d'humeur, des indiscrétions faisaient état d'une grogne généralisée du milieu de pensionnaires, décriant à tue-tête leurs conditions exécrables de détention, la malbouffe au quotidien, la promiscuité et l'insalubrité nées de la surpopulation d'une prison construite en 1973 pour accueillir moins de 500 personnes. C'est une séance d'exorcisme qui a viré au drame dans une église dite de Réveil à Douala. Une femme souffrante s'est effondrée durant une séance intense de prière et après, au cours desquelles elle a été aspergée de produits de qualité douteuse, transportée à l'hôpital. Elle a été déclarée morte au grand désarroi de sa famille et son époux particulièrement qui était opposé à sa présence dans cette église de Réveil. Le récit des faits avec Mirabel Mazou. Tout se passe dans cette bâtisse qui sert de chapelle à l'église Le Salut pour les Nations. Madame Fania Henriette, âgée de 53 ans, est décédée sous le coup des prières de délivrance dites par Fonta Hugues Bertrand, alias l'évangéliste. Mon épouse est partie d'ici samedi soir à 17h. Elle a passé toute la journée ici à confectionner les habits bien portants et à 17h, elle s'est rendue en route pour installer sa marchandise. À partir de là, je n'ai plus rien compris quelque chose. Mais c'est à 23h pour me dire qu'elle est tombée et on est en train de l'amener à l'hôpital La Quintine. Elle fréquente cette église depuis quelques années contre le gré de son mari. Selon des témoignages, elle est allée ce samedi, dans la nuit, se faire délivrer du virus de l'hypertension artérielle et du diabète. Ce faux pasteur aurait aspergé des produits de qualité et d'origine douteuse sur la personne de Fania Henriette. Sous le coup de la prière de délivrance, la dame s'est écroulée. Le pasteur n'a pas daigné contacter sa famille. Selon des témoignages, il aurait transporté la dame d'hôpitaux en hôpitaux et ce n'est qu'à 23h qu'il décide de prendre attache avec les filles de la défunte. Mes deux filles me disent qu'elles ont été informées à 23h et se sont rendues dans cette congrégation religieuse. Mais je demande donc de 19h à 23h, avant qu'on appelle mes enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Si on m'aurait appelé à 19h, je devais être par ma femme et aller sauver sa vie même à l'hôpital général. Pour M. Fania, époux de la défunte, tout a été planifié dès le départ et son épouse est juste tombée dans le piège. Des gens ont déjà bu le cerveau de ma femme et de mes enfants. Les gens là ont fait leur croisade pour ramasser des personnes et celle-là, elle est tombée dans leur piège. Il y a une face cachée. On parle de la croisade de prière. Ça veut dire que c'est le moment où les grands pratiquants viennent ressortir leur face cachée. Je suis troublé là où je vous dis. Je ne comprends rien. Interpellé par les éléments du commissariat du 8e arrondissement, l'infortuné est passé aux aveux. Il est actuellement en garde à vue en attendant d'être déféré à la division régionale de la police judiciaire. Le corps de Dame Fania Henriette a été déposé à la morgue de l'hôpital Tergal et l'enquête se poursuit. Qu'est-ce qui fait courir les Camerounais dans ces nouvelles congrégations religieuses? Quelle est la face cachée des promesses de miracles et de guérison vantées tous les jours, de lundi à dimanche, dans ces églises dites de réveil? C'est une enquête signée Gizogo à Yaoundé.
Rien n'arrête l'attachement de nombre de Camerounais aux églises réveillées. Il semble certain qu'elles apparaissent à beaucoup comme un recours. Les nouveaux mouvements religieux se présentent à un moment donné comme une solution pour des gens qui vivent dans un contexte d'incertitude. Alors face à cette incertitude, ces mouvements ou ces entrepreneurs religieux, comme je veux bien ou j'aime bien les appeler, viennent donc maintenant avec des solutions miracles, des solutions de délivrance, des solutions qui, à un moment donné, n'ont de sens que dans la perspective de celui qui veut donner raison à Karl Marx, dans la mesure où il disait « la religion, c'est l'opium du peuple ». Dès lors, ceux qui y recourent ont souvent la conviction d'avoir la bonne solution à leurs problèmes. Si vous avez de la foi, tel qu'ils le disent, tel que ces mouvements le disent, vous pouvez être davantage porté à trouver des solutions à travers le travail, les visas, tout ce que vous voulez, mais davantage ici dans une illusion de la réussite, une illusion des certitudes trouvées à ces instituts. Ce qui ne manque pas de déteindre sur les familles, même si une double approche peut être évoquée dans ce cas de figure. Face par exemple à des familles déchirées, la religion va se présenter pour la femme trompée, la femme déçue, la femme menacée par la belle famille comme un refuge. Et où malheureusement, elle aura tendance à retrouver d'autres frères, les frères en Christ. Ça c'est une lecture. La deuxième lecture qui consiste maintenant à voir ici le conflit qui peut naître de ce qu'on arrive à faire une différence entre les élus et les gens du monde. On aura tendance davantage à travailler, à formater l'esprit de la personne pour qu'elle accepte finalement que l'autre, c'est forcément l'ennemi s'il n'est pas dans le camp qui est le vôtre. Au final, même l'évocation d'une régulation devant la prolifération de ces églises n'apparaît pas comme certaine. Circonscrit voudrait en ce moment qu'on retourne la question à l'institutionnel, qui aura donc tendance à devoir définir les églises qui ont droit de cité, qui ont une autorisation légale. Alors vous savez qu'à ce niveau, il y a ici une tendance davantage à donner suite à ce que le ministre de la Communication a tendance à définir comme étant la tolérance administrative. Il n'y a pas loin de croire qu'en matière d'usage des églises réveillées au Cameroun, c'est à chacun de se faire sa religion. À côté de cette prolifération de nouvelles congrégations religieuses controversées, il y a la recrudescence du grand banditisme dans le 5e arrondissement de Douala. Il ne se passe plus un jour sans que des cambriolages, des agressions ne soient le quotidien des populations résidant à Makepe, Misoke, et racontent leur calvaire dans ce reportage de François Dikoumé et Julienne Berthe-Bissaille. Au lieu dit Marie-Lumière, les bandits de grand chemin dictent leurs lois. Nous sommes à Makepe, dans le 5e arrondissement de Douala. Tu ne peux même pas prendre la rentrée, tu prends la moto, tu dis Marie-Lumière, on te gère. Le Besquiné dit que non, je ne peux pas aller là où on va tuer les gens. Là où on va prendre ma moto. Là où on va me poignarder. Je vais descendre chez moi à 21h. On me poursuit, 2 bandits, je crie bandit. Il dit ne fuis pas. Nous on a les couteaux, on va vous poignarder. Ne fuis pas. Dès que je m'arrête, il tire derrière de ma robe. J'enlève mon sac. Mon téléphone, là où je suis, je n'ai pas de carte. Franchement, nous sommes en danger au quartier Marie-Lumière. Une absence de sécurité accrue qui amène les populations à vivre constamment sous la menace de voir leurs biens emportés par des individus sans foi ni loi. Aujourd'hui, je vis encore comme encore repris la même chose. Nous sommes mardi. On est encore en train de porter tout ce qu'ils avaient resté. Les bouteilles à gaz, les appareils musicaux, débrancher les baffes, porter toute la nourriture que je vends à eux, enlever le frigo, enlever 3 paquets de viande en tas de 10 000 pour partir. Vraiment, je ne sais même pas. Un phénomène qui a repris de l'ampleur après une période d'accalmie. Ça fait environ 6 mois qu'ils ont encore commencé à agresser les gens par-ci par-là. Mon voisin a été victime 2 jours successifs. Je ne comprends plus. À 19h, nous sommes couchés au lit. On souffre à Marie-Lumière, franchement, aidez-nous. Une situation qui se produit sous le regard impuissant des chefs des différents quartiers concernés, qui ne disposent aucun comité de vigilance, encore moins
un poste de police. Dans l'escale internationale, le président américain Donald Trump menace de détruire la Corée du Nord, un pays qu'il juge mauvais et corrompu. Il a promis de le faire devant la tribune des Nations Unies lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Par contre, Antonio Guterres tente de tempérer l'attitude du président américain en lui faisant savoir qu'il y a des risques élevés d'une intervention militaire. Le président français qui a également évoqué la voix des opprimés, estimant qu'il faudrait davantage une plus grande considération de la part des nations qui sont en difficulté en raison des nombreux égoïsmes relevés dans le monde entier. Cependant, comment expliquer cette situation à l'ONU, un pays, une organisation qui reste entièrement financée par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, là où l'Afrique peine à avoir une voix prépondérante? Des précisions avec Éric Marcel Diomo dans ce reportage. Fondée le 24 octobre 1945 à San Francisco, l'ONU remplace la défunte Société des Nations qui a échoué dans sa mission de prévention des guerres, notamment la Deuxième Guerre mondiale. Le budget de fonctionnement est approuvé par l'Assemblée générale. Pour l'exercice 2016-2017, il est évalué à 5,614 milliards de dollars. Cet argent provient des contributions des États membres, parmi lesquels le Cameroun. Parmi les plus gros contributeurs, on retrouve les États-Unis avec près de 28,4% de l'enveloppe globale, la Chine avec 10,25%, le Japon avec 9,68% ou encore l'Allemagne avec 6,39%. Il est à noter que depuis 2000, l'enveloppe budgétaire de l'ONU a pratiquement doublé en raison de la multiplication des missions et des interventions à travers le monde. L'ONU dispose aussi de nombreux organismes qui génèrent leurs propres ressources ou qui bénéficient des contributions volontaires de plusieurs États. Parmi ces organismes qui constituent le système des Nations Unies, on cite l'UNICEF, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme alimentaire mondial ou encore le Haut Commissariat pour les réfugiés. Les opérations de maintien de la paix à travers le monde sont financées par un compte spécial alimenté par des contributions obligatoires exigées à certains États, parmi lesquels ceux du Conseil de sécurité. Le budget pour la biennale 2016-2017 pour le maintien de la paix à travers le monde est de 7,3 milliards de dollars. Ces opérations mobilisent près de 95 000 policiers et militaires issus de 127 pays contributeurs de troupes. L'ONU bénéficie aussi des apports de donateurs individuels ou de divers organismes à hauteur de plusieurs millions de dollars par an. Et le président de la République du Cameroun doit s'exprimer à la tribune des Nations Unies vendredi prochain. Toujours à l'international, la confusion règne sur l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel au Kenya. À un mois de la date fixée par la commission électorale, les querelles entre l'opposition et le régime en place ralentissent le lancement du nouveau processus électoral. On fait le point avec Gladys Sidier. Les Kenyans doivent de nouveau se rendre aux urnes le 17 octobre, après que la Cour suprême eut annulé le résultat de la présidentielle du 8 août. Mais les principaux acteurs ne parviennent pas à s'accorder sur la manière de procéder. L'opposition a déjà prévenu qu'elle va boycotter le scrutin d'octobre si les exigences présentées à la commission électorale, parmi lesquelles la démission de plusieurs de ses membres, ne sont pas remplies. Un des points de blocage provient du fait que les explications du jugement de la Cour suprême sont encore attendues. Sans elles, impossible de savoir quelles sont les irrégularités qui ont entaché le scrutin du 8 août, qui avait vu le président sortant Uhuru Kenyatta réélu avec 54,27% des voix contre 44,74% à l'opposant Raila Odinga. La Cour suprême a jusqu'au 22 septembre pour rendre le jugement complet, ce qui laissera peu de temps à la commission électorale pour organiser de nouvelles élections. Selon plusieurs observateurs, Raila Odinga ne lâche pas le pouvoir en place. Le chef de l'opposition a accusé le parti au pouvoir d'envisager de faire sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel et de fragiliser les juges en utilisant ce qu'il qualifie de fausse majorité au Parlement. L'opposition a également accusé le gouvernement de comploter pour supprimer l'utilisation de la technologie lors des élections, ce qui rendra difficile la détection des irrégularités. L'incertitude règne autour de l'organisation de nouvelles élections au Kenya. La commission électorale fait face à de nombreux défis.
Aura-t-elle assez de temps avant le 17 octobre? Les préparatifs de la nouvelle présidentielle au Kenya sont suspendus à la décision des juges et la date du 17 octobre semble de plus en plus difficile à tenir. Un public reportage dans ce journal. Plusieurs enfants défavorisés ont reçu des kits scolaires de l'association des femmes d'Orange Cameroun. Reportage. L'association des femmes d'Orange Cameroun, aux côtés des enfants défavorisés. Au cours de sa traditionnelle action humanitaire pour la promotion de l'éducation, il était question pour ces dames de cœur de remettre des fournitures scolaires aux enfants démunis ainsi qu'aux nouveaux bacheliers. Une tradition qui traduit l'essence même de cette association. Nous, on a choisi de respecter ces engagements de notre entreprise, de vivre la solidarité, d'agir de manière concrète pour améliorer les conditions de vie des couches sociales défavorisées. Donc aujourd'hui, nous pouvons plutôt parler en termes de bourses. Si on distribue 250 bourses par an, on est à plus de 2500 bourses de distribuer au bout de 13 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et ça, c'est grâce à la confiance de notre employeur. Un moment riche en émotions pour les récipiendaires qui ne sont pas prêts de l'oublier. Ça fait très longtemps. Je ressens cette fierté en moi parce que depuis le décès de papa, les dames d'Orange nous aident beaucoup, ma petite et moi, très beaucoup. Et elles nous encouragent à travailler, vu l'aide. Elles nous donnent beaucoup d'émouvance, beaucoup d'engagement dans le travail, dans l'école et beaucoup d'autres choses. Je remercie les femmes d'Orange Cameroun de m'avoir permis de recevoir mes kits cette année, de permettre à mes parents d'avoir moins d'un poids sur les épaules par rapport aux livres qui sont devenus chers cette année. L'association des femmes d'Orange Cameroun, en partenariat depuis 8 ans avec la Fondation Orange, ne cesse d'apporter du sourire à des millions d'enfants répandus sur le triangle national. Aujourd'hui, nous avons l'audace de dire que en 8 ans de mariage et en 13 ans d'existence de l'association, elles sont à plus de 3000 enfants qu'elles ont déjà accompagnés, parce qu'elles accompagnent chaque année au moins 250 enfants grâce au soutien de la Fondation Orange. Un geste de cœur et un élan de solidarité, ici salué par les responsables des associations caritatives et orphelinats. Nous sommes très émus parce que les dames Orange, depuis 13 ans, sont toujours avec nous. Malgré mes multiples maladies qui m'empêchaient, eux appelaient toujours, soit elles faisaient les descendre sur place pour voir ce qui ne va pas avec maman. Et quand elles trouvaient les situations critiques, elles ne laissaient pas, elles invitaient les enfants avec les encadreurs. Et sans vous mentir, pas un carton comme on a donné, on nous donnait les cartons, les sacs incomptables, les sacs de riz, les sacs de poissons, de la viande. Et c'est grâce aux dames Orange, j'ai Orange Money, que je ne connaissais même pas comment utiliser. Elles m'ont mis à l'école et actuellement, j'utilise. Je ne sais pas comment je peux les remercier. Mais nous sommes très fiers d'elles et de la Fondation Orange en particulier. Parce que sans cette fondation, les dames ne peuvent rien. Venus nombreux, accompagnés de leurs éducateurs, ces enfants n'ont pas manqué de remercier ces dames au grand cœur. Merci La Fondation Orange Cameroun, soucieuse de l'éducation des enfants, lance le 22 septembre prochain son programme Éducation pour tous. Rendue à sa 3e année, cette opération d'envergure nationale consiste à la mise à disposition des bibliothèques scolaires dans les écoles primaires. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition d'information, votre programme Parole de femmes, présenté par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.